Le 5 juin 1944, le vent souffle doucement sur les plaines du sud de Caen, le silence pèse lourd dans l'air, un silence chargé de peur et d'espoir, un silence que même les oiseaux semblent respecter. Au bord d'un champ de blé, une ferme s'affaisse sur elle-même, son toit rapiécé de tôle ternie, ses murs tachés de suie. Sous ce toit blessé, dans la pénombre d'une cave dont les parois sont couvertes non pas de bouteilles de vin, mais de câbles et de bobines, une poignée d'hommes et de femmes joue avec le feu. Henri Delmas, 43 ans, autrefois simple cultivateur, est devenu chef d'un petit réseau de résistance. Son visage buriné trahit des nuits sans sommeil. Ses mains, couvertes de cicatrices, tremblent légèrement. Sur la table de bois devant lui, une bougie vacille, éclairant un objet défendu. Un émetteur radio bricolé à partir de pièces volées et de ferrailles récupérées. La boîte, de la taille d'un pain de campagne, bourdonne doucement. Les bobines de cuivre brillent comme un cœur artificiel. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Depuis plus d'1 an, chaque nuit, Henri et ses compagnons risquent la mort pour envoyer des messages codés à travers la France occupée. Leurs voix disparaissent dans les ondes, se mêlant au souffle des étoiles avant d'être captées, quelque part à Londres, par des oreilles alliées attentives. Ces voix anonymes ont tissé un fil invisible entre les collines françaises et les sous-sols britanniques. Elles sont les murmures d'un pays qui refuse de mourir. Ils s'appellent eux-mêmes les ombres. Et ce soir, les ombres s'apprêtent à entrer dans la lumière de l'histoire. Henri ajuste délicatement le cadran de son appareil. Le grésillement du poste emplit la cave. Chacun retient son souffle. Puis, à travers les parasites, une voix anglaise se fait entendre, claire mais tremblante, portée par 1000 kilomètres de distance et de danger. « This is London !» Les sanglots longs des violons de l'automne. Henri fige. Son cœur rate un battement. C'est la phrase attendue, celle qui annonce le déclenchement de la phase 2. Pendant des mois, ils ont attendu ce signal, cet avertissement poétique devenu l'ordre le plus dangereux du monde. Cela signifie une seule chose. Le sabotage doit commencer immédiatement, partout, sans attendre. Henri enlève lentement ses écouteurs. Le silence retombe, lourd comme une prière. Il regarde les 3 visages autour de lui. Luc Morel, le mécanicien aux mains calleuses et au regard calme. André Vasseur, un étudiant de 20 ans dont les yeux trahissent la peur, mais aussi une fierté farouche. Et Claire Lemoine, la messagère du groupe, jeune femme aux cheveux noués sous un foulard, dont la détermination semble taillée dans l'acier. Henri murmure, presque pour lui-même. C'est commencé. Luc lève la tête, incrédule. Vous êtes sûr? Henri acquiesce. Oui. Demain, les Alliés arrivent. Le mot demain plane dans l'air comme une promesse. Personne ne sait où aura lieu le débarquement. Ni à Cherbourg, ni à Calais, ni à Caen, mais partout, les réseaux de la résistance se mettent en mouvement. Claire s'avance vers la table. Ses mains fines effleurent les papiers éparpillés cartes, codes, listes de cibles. « Alors c'est pour cette nuit », dit-elle doucement. Henri hoche la tête. Cette nuit, la France parlera. Dans les collines, un chien aboie. Dehors, les champs dorés s'étendent à perte de vue, baignés d'une lune froide. Chaque ombre semble abriter un danger. Le moindre bruit peut trahir leur présence. Le clic d'un interrupteur, le sifflement d'un fil mal isolé. Au loin, dans le bourg voisin, des officiers, l'allemand dînent paisiblement dans un petit château réquisitionné. Le vin coule, les rires résonnent. Ils se sentent maîtres du pays, invincibles derrière leurs uniformes impeccables et leurs bottes bien cirées. Aucun d'eux ne devine que, dans un rayon de quelques kilomètres, plus de 200 émetteurs clandestins s'apprêtent à brouiller leur certitude. Il entend encore la voix de Londres, répétant la phrase codée. Il ferme les yeux. Dans le noir, il voit défiler le visage de son frère fusillé par la Gestapo, celui de sa femme morte de froid l'hiver dernier, et celui de tous ceux qu'il a juré de venger. Luc s'approche, tenant dans ses bras une caisse remplie de matériel, piles sèches, antennes, câbles, outils. « Nous devons changer de fréquence dans 1 heure, dit-il. Les patrouilles allemandes sont de plus en plus proches.
Henri répond sans lever les yeux. Ils peuvent chercher tant qu'ils veulent, ils n'entendront que du silence. André, qui n'a encore jamais participé à une mission, tremble légèrement. Et si nous échouons? Si le message n'arrive pas? Alors d'autres prendront le relais. C'est ce que nous faisons tous depuis 4 ans. Un sourire fatigué traverse le visage d'Henri. 4 ans de chaîne. Ce soir, nous reprenons la parole. Il note les dernières instructions dans un carnet taché d'encre. Chaque mot est un risque de mort. Mais chaque mot est aussi une promesse. Dehors, la nuit s'épaissit. Le vent pousse contre les volets, faisant danser la flamme de la bougie. Henri baisse le volume du poste et ajuste l'antenne. La voix anglaise revient, presque inaudible. Les sanglots longs. Puis plus rien. Le silence total. Henri respire profondément. Son cœur bat au rythme du poste, ce battement métallique qui semble venir du sol lui-même. Il se redresse et déclare calmement. Nous devons prévenir les autres. Demain, tout doit être prêt. Luc hoche la tête. André s'essuie le front. Claire range ses papiers dans une sacoche de cuir usé. Chacun sait ce que cela signifie. Dans quelques heures, les voies ferrées sauteront, les ponts s'effondreront, les lignes téléphoniques seront coupées. Le pays entier s'apprête à devenir une plaie vivante dans le flanc de l'occupant. Henri souffle la bougie. Dans l'obscurité, il entend seulement le craquement du bois et le souffle court de ses compagnons. Puis il parle, d'une voix grave, posée. « Nous sommes les ombres, et cette nuit, nous parlerons pour la France. » Au même instant, à des dizaines de kilomètres, dans d'autres villages, d'autres hommes et femmes entendent la même phrase venue de Londres. Dans des greniers, des caves, des églises, les émetteurs s'allument un à un. Leurs signaux invisibles s'entrelacent dans le ciel comme des fils de lumière, tissant au-dessus du pays un vaste réseau de courage. Les Allemands dorment encore, confiants, leurs bottes bien alignées au pied du lit brillent sous la lueur des chandelles. Ils ne savent pas qu'à cet instant précis, 2 saintes radios clandestines murmurent déjà sous leurs pieds, prêtes à donner le signal du soulèvement. Henri regarde par la fenêtre, vers le champ noyé de brume. Une étoile glisse lentement dans le ciel. Il murmure pour lui-même, comme une prière. « Tiens, bon, ma France, demain, tu parleras libre. » Et quelque part, dans le souffle des ondes, une réponse semble lui revenir faible, mais vivante. Une promesse faite de courage et de silence. Une promesse née du bruit du vent et du grésillement d'une radio interdite. Une promesse que même la guerre ne pourra plus jamais éteindre. Pour les Allemands, les ondes radio ne sont que des outils de commandement, des instruments de contrôle et d'ordre. Jamais ils n'auraient imaginé qu'elles puissent devenir des armes de rébellion. Pourtant, dans la France occupée, chaque étincelle d'électricité, chaque souffle de fréquence est une menace invisible. Posséder un émetteur radio, même minuscule, signifie la mort certaine. L'ennemi l'a proclamé clairement. Quiconque transmet sans autorisation sera fusillé. Et malgré cela, chaque nuit, les ondes vibrent encore, portées par le courage de ceux qui refusent le silence. La Gestapo et la Feldgendarmerie sillonnent les routes avec leurs camions noirs. Ces véhicules, équipés d'antennes tournantes, ressemblent à des bêtes de métal flairant la trahison. Ils avancent lentement à travers les villages, leurs appareils captant les moindres impulsions électriques. Les soldats, casques baissés, écoutent les signaux qui se perdent dans la nuit. À la moindre déviation de fréquence, ils s'arrêtent, fouillent, interrogent, brûlent. Parfois, ils déterrent un poste dans un mur. Parfois, ils ne trouvent qu'un fil de cuivre et un silence suspect. Et ce silence, dans la France de 1944, suffit à condamner, mais la résistance a appris à jouer à un autre jeu. Là où les Allemands traquent la logique, les Français cultivent l'ombre. Chaque émetteur est une boîte à miracles, c'est ainsi qu'ils l'appellent. Ces petits appareils, souvent fabriqués à la main à partir de pièces de récupération, deviennent des symboles de défi. Ils parlent pendant 20 minutes tout au plus, puis disparaissent. Le lendemain, ils renaissent ailleurs, dissimulés dans un four à pain, un clocher d'église,
ou la doublure d'une armoire. Certains se cachent dans les greniers d'instituteurs, d'autres dans les granges de vieux paysans. Même les enfants, parfois, participent sans savoir. Un fil caché sous une lattée, une pile enfouie dans la terre, un message murmuré entre deux prières. Les Allemands captent bien quelques signaux. En Normandie, en Bretagne, dans le sud-ouest, les antennes frémissent de transmissions fugitives. Parfois, une dizaine de voix s'élèvent la même nuit, se superposant dans un chaos de chiffres et de codes. Dans leurs rapports, les officiers parlent de brouillage britannique, d'opérations de diversion. Ils rient même de ces fantômes français qui prétendent parler à Londres. Aucun d'eux ne soupçonne que ces voix viennent de leur propre village, que les mains qui tournent les manivelles sont celles de leurs domestiques, de leurs boulangers, de leurs jardiniers. Dans la commandanture de Caen, un bâtiment de pierre grise réquisitionné par l'armée, le major Erich Reinhardt, officier de carrière venu de Hambourg, termine sa correspondance. Sur son bureau, un dossier sans pile, activité radio suspecte. Le rapport dit simplement « Trafic inhabituel, multiples signaux français détectés, possible interférence ou diversion alliée. » Reinhardt ne prend même pas la peine de lever les yeux. Pour lui, ces anomalies techniques n'ont aucune importance. La France est domptée, soumise, silencieuse. Il s'étire, ajuste sa cravate, verse un doigt de cognac dans son verre. À ses yeux, l'Atlantic Wall est imprenable. Les ports sont fortifiés, les routes surveillées, les villes quadrillées. L'idée même qu'une poignée de paysans et de femmes au foyer puissent coordonner une action militaire à grande échelle lui semble grotesque. Reinhardt croit en la discipline, aux uniformes, à la hiérarchie. Il ne comprend rien à cette guerre sans visage où l'on combat avec des ondes et des mots. Pourtant, sous ses pieds, la vérité vibre dans le sol, discrète, obstinée. Chaque nuit, 200 émetteurs clandestins battent comme des cœurs invisibles à travers la France. Leurs signaux parcourent les collines, glissent le long des fleuves, se faufilent entre les murs des villes. Ils transportent des noms de code, des coordonnées de ponts, des zones de parachutage, des mots de passe. Une carte invisible du pays s'éclaire brièvement dans le brouillard des ondes, dessinant un réseau que ni les chars ni les avions ne peuvent détruire. À Saint-Lô, un boulanger fait mine de vérifier la cuisson de ses pains, tandis que, dans le fond de son four, une petite boîte de métal émet quelques secondes de signal. À Rennes, une jeune fille de 10 à 8 ans, réfugiée dans le grenier de sa tante, tourne un cadran à la main pour éviter la surchauffe. À Toulouse, un ancien professeur de mathématiques code ses messages en multipliant les chiffres d'un poème de Verlaine. Tous ces gestes minuscules forment la plus vaste toile de résistance qu'ait connue le continent. Les nazis ont leurs chars, leurs Panzerfausts, leurs avions. Les Français ont leurs mots, leurs chiffres, et un courage qui ne fait aucun bruit. Dans un petit village du Calvados, la maison d'une couturière cache un émetteur sous un plancher. Quand elle coud, l'aiguille frappe le bois exactement au rythme des pulsations électriques, masquant les sons du poste. Son fils, âgé de 12 ans, surveille la route depuis la fenêtre. À chaque passage de patrouille, il siffle 3 fois un langage appris dans le plus grand secret. Dans le grenier, la radio s'éteint aussitôt, et le silence revient, aussi parfait qu'une prière. Mais les risques sont immenses. La moindre erreur de fréquence, un message trop long, une antenne mal dissimulée, et la mort arrive. Chaque opérateur connaît le protocole. Si la Gestapo frappe à la porte, il faut détruire le poste avant d'ouvrir. Certains avalent les codes écrits sur des bouts de papier, d'autres brûlent leurs carnets dans le poêle. Les flammes avalent les mots avant que les bottes ne montent l'escalier. Les Allemands, eux, continuant de croire à la sécurité. À leurs yeux, la France n'est plus qu'une province tranquille. Les officiers de la Wehrmacht se promènent dans les marchés, saluent les enfants, s'installent dans les cafés. Leurs uniformes impeccables contrastent avec les visages fatigués des habitants. Et pendant qu'ils rient, pendant qu'ils écrivent à leur famille en Allemagne, les ondes françaises dansent au-dessus de leur tête, porteuses de rébellion. Une nuit, dans son bureau, le major Reinhardt reçoit un second rapport. Cette fois, il y lit. Activité accrue dans le secteur de Bayeux, source indéterminée, multiples signaux simultanés. Il fronce les sourcils, s'approche de la fenêtre. Dehors,
La ville dort. Rien ne bouge, sinon la flamme vacillante d'une lanterne. Il referme le dossier, le classe sans importance. Pour lui, ces ondes ne sont que des parasites. Il ignore qu'elles transportent, à cet instant précis, les coordonnées exactes d'un dépôt de munitions allemand que la résistance fera exploser avant l'aube. La guerre des fréquences ne fait aucun bruit, pas de bataille, pas de clairon, seulement des chuchotements dans la nuit, des doigts qui tournent des cadrans, des voix qui s'éteignent dans le grésillement. Mais derrière chaque souffle d'onde, il y a un visage, un espoir, une nation qui respire encore. Pour chaque officier allemand qui dort en croyant la France soumise, un message invisible traverse déjà le ciel au-dessus de lui. Et dans ce murmure sans fin, entre deux éclats de statique, on peut presque entendre la promesse du jour à venir. Minuit. La pluie cesse enfin, laissant dans l'air une odeur épaisse de terre mouillée et de gasoil. Le silence qui suit est presque religieux, troublé seulement par le ruissellement discret d'une gouttière et le cliquetis lointain d'un train allemand. Au sud de Caen, dans la pénombre d'un talus, 4 silhouettes se fondent dans la boue. Henri Delmas, 43 ans, essuie ses mains sur son pantalon trempé. Devant lui, les rails brillent sous la lune comme 2 lames d'argent, lignes, vitales du ravitaillement allemand. Leur mission est simple, mais mortelle. Faire sauter le pont ferroviaire avant l'aube et bloquer les renforts qui filent vers le nord, vers les plages où, dit-on, les Alliés vont bientôt débarquer. Henri baisse les yeux vers sa montre, une vieille lippe rayée qu'il garde depuis avant la guerre. À ses côtés, Luc Morel, le mécanicien à la mâchoire carrée, ajuste sa charge explosive. Plus haut, sur la crête, Claire Lemoine s'agenouille derrière un buisson de genêts. Devant elle, une petite boîte métallique de la taille d'un panier repas, un récepteur bricolé accordé sur la fréquence 6,2 MHz. C'est leur fil d'Ariane avec Londres. Si l'opération réussit, elle devra transmettre un seul mot, berceau. Ce mot est rien d'autre. Il confirmera au commandement allié que la voie sud est coupée. Une seule transmission, une seule impulsion, dans une chaîne invisible qui relie des centaines de foyers clandestins à travers la France. Depuis le message, les sanglots longs des violons de l'automne, toute une symphonie d'action s'est mise en marche. Ponts sabotés, rails tordus, dépôts incendiés, câbles sectionnés. Et ce soir, c'est leur tour d'ajouter une note à cette partition du courage. Henri s'accroupit et sort un détonateur de sa poche. Luc lui tend le sac d'explosifs, soigneusement préparé avec du plastique britannique parachuté 3 semaines plus tôt. « Tu es sûr de la charge ?» demande Henri. « Assez pour couper la ligne en 2. Pas assez pour raser la vallée ?» répond Luc avec un demi-sourire. André Vasseur, le plus jeune du groupe, serre son fusil contre lui. Il n'a que 20 ans, le visage encore celui d'un étudiant plus habitué aux livres qu'à la poudre. Mais ce soir, il tremble pour d'autres raisons. Il pense à son frère Pierre, abattu l'hiver dernier près de Rouen pour avoir caché un pilote anglais. Dans la poche intérieure de sa veste, André garde encore une photo pliée, maculée de suie. Pierre souriant, avant la guerre. Le temps s'écoule. Dix 8 minutes, souffle Henri après un nouveau regard à sa montre. Tout autour, la campagne dort. Dans une ferme voisine, un chien aboie puis se tait. À 1 kilomètre à peine, la garnison allemande se croit à l'abri. Dans leur messe, les soldats rient, boivent du schnapps et écoutent sur leur poste à lampe les bulletins de la propagande. Leur officier, le lieutenant Kremer, lit distraitement un rapport sur l'activité radio suspecte signalée dans la région. Il hausse les épaules, des rumeurs, encore. Les Français sont soumis, croit-il. Le réseau ferroviaire tourne, les patrouilles veillent, la guerre semble lointaine. Mais sous leurs pieds, une autre guerre gronde silencieuse, mouvante, tissée d'ondes et de courage. Partout, des voix murmurent dans le noir. Celle d'un fermier qui pédale pour alimenter sa radio, celle d'une boulangère cachant un émetteur sous un sac de farine, celle d'une sœur au couvent de Lisieux, écoutant Londres derrière une statue creuse de la Vierge. Ces messages volent d'un grenier à un autre, portés par le vent des fréquences, trop légers pour être vus, trop rapides pour être pris. Henri fixe le pont. L'eau noire de l'Orne s'écoule lentement sous les arches. Il vérifie le détonateur, branche les fils, ajuste la minuterie.
13 minutes, dit-il. C'est bon, murmure Luc. On place la dernière charge et on file. Claire, en hauteur, observe à travers ses jumelles. Le ciel s'est dégagé. Un éclat de lune glisse sur les casques de 2 sentinelles allemandes, postées à une centaine de mètres. Trop proche. Elle sort sa lampe de poche et fait 2 brefs signaux lumineux. Attention. Mouvement. Henri relève la tête, comprend immédiatement. Luc, on accélère. Les deux, hommes se glissent sous le pont, rampent dans la boue, fixent la dernière charge. Le métal du rail vibre légèrement quelque part, un train approche peu, être. Henri serre les dents. 9 minutes, dit-il à voix basse. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Soudain, un bruit de bottes sur le gravier. Les sentinelles descendent le chemin, lampes à la main. André les aperçoit le premier. Son cœur bat à tout rompre. Ils viennent droit sur nous, souffle-t-il. Henri fait signe de garder le silence. Claire, de sa position, hésite. Tirer. Mais si elle tire, tout est perdu. Si elle fuit, ils seront pris. Elle décide d'attendre, les doigts crispés sur le bouton de son émetteur. Les 2 soldats allemands avancent encore, discutant à voix basse. L'un d'eux allume une cigarette, l'autre bâille. Il ne voit rien. Il tourne. Un instant suspendu. Puis l'un trébuche sur un sac abandonné. Il se penche. Une caisse, des fils, du métal. Il crie. Halt! Henri hurle. Luc, maintenant! Luc frappe la mise à feu. Un déclic sec. Courez! Ils bondissent hors du culvert. Le premier tir éclate. André sent la balle siffler à son oreille. Claire envoie le signal lumineux, 3 éclats cette fois. Mission déclenchée. Elle attrape le micro de son poste. La voix tremblante mais ferme, elle prononce « berceau ». Je répète « berceau ». L'onde file vers le ciel, franchit les nuages, traverse la Manche. À Londres, dans une salle souterraine du quartier de Baker Street, un opérateur britannique relève le message et le note sur un carnet « Southern Line blocked, 027 ». Et soudain, derrière eux, la nuit devient blanche. Une explosion déchire le silence, si puissante qu'elle semble avaler l'air lui-même. Le pont s'effondre dans un fracas de fer tordu et d'eau bouillonnante. Des débris retombent comme une pluie de feu. Les sentinelles disparaissent dans la lumière. Henri est projeté à terre, assourdi. Quelques secondes passent avant que le son revienne, étouffé, lointain, des cris en allemand, le sifflement des balles. Il se rue vers le bois. Claire les rejoint, serrant son poste contre sa poitrine. Derrière eux, la voie ferrée n'est plus qu'un amas de cendres et de fumée. La mission a réussi. La route sud est coupée. Henri s'arrête un instant haletant. Il regarde le ciel noir où la lune s'est voilée. 25 minutes, murmure-t-il encore, comme une prière. Au loin, des phares allemands balaient la plaine. Mais déjà, les résistants ont disparu dans la forêt, avalés par la nuit qu'ils ont su transformer en alliés. Et quelque part, dans le souffle régulier des ondes, une voix anglaise répond faiblement « Message reçu, good work, Shadows ». Le vent emporte les dernières étincelles du pont détruit. La guerre continue, invisible, mais l'air de France respire un peu plus librement. Le fracas éclate sans avertissement. Des rafales déchirent l'air, des balles sifflent lentes à hauteur d'homme, claquant contre les troncs humides et les pierres moussues. Henri Delmas se jette derrière un arbre abattu, la respiration coupée. La terre tremble sous l'impact. À quelques mètres, Luc Morel tire le jeune André dans un fossé boueux. Une traînée sombre s'étire derrière eux, le sang du garçon. Plus haut, sur la pente, Claire Lemoine court à perdre haleine, le détonateur serré contre sa poitrine, ses cheveux trempés collés à son visage. « Henri, c'est armé !» crie-t-elle dans la cacophonie. Henri se redresse à moitié. À travers la fumée, des silhouettes se dessinent. Des soldats allemands, fusils levés, progressant en ligne à travers la brume, élégales, buissants. Leurs voix se mêlent à la mitraille,
Gutturales méthodiques. Fais-le sauter maintenant, hurle Henri. Claire hésite une seconde. Mais tu es encore. Maintenant, elle presse le bouton. La vallée entière s'embrase. Une lumière blanche, plus vive que l'aube, déchire le ciel. Le pont explose dans un rugissement d'acier et de feu. Les rails, arrachés de leurs attaches, se tordent comme des côtes brisées. Un camion allemand chargé de munitions, stationné près du viaduc, est projeté dans les airs avant d'éclater en une boule de flammes oranges. L'onde de choc balaie tout sur son passage. Henri est soulevé de terre, retombe lourdement, les oreilles bourdonnantes, le goût métallique du sang dans la bouche. Pendant quelques secondes, le monde n'est plus qu'un hurlement, puis, lentement, les sons reviennent, le crépitement des flammes, les plaintes lointaines des blessés, le sifflement d'une locomotive en déroute. À travers la fumée, Henri distingue Luc et Claire qui tirent André hors du fossé. Le garçon ne bouge presque plus, la chemise maculée de rouge. Dans sa main crispée, il serre encore le fil du détonateur, comme s'il refusait de lâcher la victoire qu'il vient de déclencher. Henri rampe jusqu'à eux. « André! André! Tiens bon !» murmure-t-il. Mais le jeune homme a déjà le regard perdu, tourné vers le ciel gris. Claire pose sa main sur sa poitrine. Rien. Le souffle s'est éteint. Autour d'eux, la vallée brûle. Des morceaux de métal retombent en pluie, des gerbes d'étincelles jaillissent du pont effondré. Les flammes lèchent les berges de l'Orne, transformant l'eau noire en miroir de feu. Henri serre les dents, incapable de pleurer. « Il a réussi », dit Luc d'une voix rauque. « Le train ne passera plus. » Au loin, des cloches se mettent à sonner. D'abord une, isolée, confuse l'église de Caen, sans doute, tirant l'alarme. Puis d'autres, des clochers répondent à des kilomètres, à travers la plaine. Falaises, Bayeux, Saint-Lô. Leurs tintements se mêlent aux explosions, aux cris, à la rumeur du vent. On dirait que toute la Normandie résonne, et ce n'est pas qu'une impression, car au même instant, d'autres ponts sautent, d'autres convois s'immobilisent, d'autres feux s'allument. À Brest, à Rennes, à Chartres, à Rouen, partout où les ombres ont tendu leurs fils de cuivre et de courage. Dans un grenier de Laval, une vieille institutrice tourne la manivelle de son émetteur caché dans une caisse de pommes. Le signal part, fragile, mais clair. Le berceau a basculé. À Nantes, un prêtre ferme les volets de son presbytère, ajuste son casque radio et répète. Le pont est tombé. À Paris même, dans une chambre de Montmartre, un étudiant tape frénétiquement sur sa machine cryptée. Le train ne passera pas. En l'espace d'une heure, plus de 200 messages traversent la France occupée. 200 voix différentes, unies dans un même souffle. Des ondes fines comme des fils d'araignée relient soudain les montagnes du Jura aux plages du Cotentin, les forêts de la Bretagne au faubourg de Lyon. À Londres, sous terre, dans les salles du War Office. Les opérateurs de la section F du Special Operations Executive lèvent les yeux de leur console. Les signaux se superposent sur les cartes comme une constellation. Un officier britannique murmure. « Mon Dieu, ils l'ont fait. » Dans une pièce adjacente, un message est transmis au quartier général allié. French sabotage confirmed. Multiple bridges destroyed. Rail movement halted. Les mots simples cachent l'ampleur du miracle. Les Allemands, eux, n'y comprennent rien. À la commandanture de Caen, le major Erich Reinhardt se précipite hors de son bureau, une chemise froissée sur le dos, un pistolet à la main. « Qu'est-ce qui se passe » hurle-t-il. Un soldat répond « Herr Major, la ligne sud est coupée. Le pont de Verson détruit. Un train de munitions disparu. » « Impossible » rugit Reinhardt. Mais déjà le téléphone sonne sans répit. Les câbles télégraphiques grésillent. Des rapports affluent de toute la région. Des gares sabotées. Des relais dynamités. Des transmissions brouillées. Et soudain, l'évidence s'impose à lui. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un réseau. Un plan. Une main invisible qui frappe partout à la fois. Dans les villages, les patrouilles s'agitent, fouillent les maisons, interrogent les paysans. Les camions de la Feldgendarmerie sillonnent les routes, antennes dressées, cherchant des signaux qui se taisent déjà. Les boîtes à miracle des résistants se sont tues après leurs 20 minutes réglementaires, glissant dans de nouveaux cachettes. Une sacristie,
une grange, un pigeonnier. Henri, Luc et Claire, eux, avancent péniblement à travers les champs. La pluie recommence à tomber, fine et froide. André repose sur une civière de fortune, enveloppée dans une bâche. Aucun d'eux ne parle. Seul le vent semble murmurer « Tu n'es pas mort pour rien ». En contrebas, la voie ferrée n'est plus qu'une plaie rougeoyante dans le paysage. Des wagons calcinés fument encore. Henri s'arrête un instant, se tourne vers le feu, puis lève lentement la main en signe de salut. « Pour lui !» dit-il. Claire hoche la tête. Ils continuent leur marche, disparaissant dans les haies. À ce moment précis, à des centaines de kilomètres de là, un opérateur français libre à Londres note dans son registre « Confirmation reçue de 200 émetteurs. Coordination totale. Les ombres tiennent leurs promesses. » Dans le vacarme des explosions, dans la fureur des sirènes, une vérité nouvelle naît. Les Allemands n'ont plus affaire à une rébellion éparse, mais à une armée fantôme, une armée sans uniforme, sans drapeau, tissée d'hommes et de femmes ordinaires, reliés par des fils invisibles et une même foi en la liberté. Henri, trempé, épuisé, lève les yeux vers le ciel. À travers les nuages déchirés, il croit apercevoir un éclat. Peut être un avion allié. Peut être juste une étoile. Il pense à André, à Pierre, à tous ceux qui n'ont pas vu le jour se lever. Il ferme les yeux et murmure « Le train ne passera pas ». Et dans cette phrase, il y a toute la guerre, toute la France, toute la certitude que désormais, rien ne sera plus jamais silencieux. Sixdring, 1944. À l'aube, la mer de Normandie semble respirer comme un être vivant. Des vagues longues et lourdes s'écrasent sur le rivage, charriant l'odeur du sel et du fer. Au large, la ligne d'horizon tremble d'un grondement continu. Ce ne sont pas des orages, mais des flottes. Des centaines de navires alliés approchent, silhouettes sombres sous un ciel encore gris. Le jour du débarquement vient de naître. À terre, les premières lumières filtrent à travers les haies normandes. Dans les champs détrempés, des câbles téléphoniques pendants, sectionnés, les routes sont creusées d'obstacles, les rails tordus. La nuit a été une tempête d'ombre, les résistants ont frappé, chacun à leur place, chacun à leur heure. Les Allemands se réveillent dans un monde qui n'obéit plus à leurs ordres. Dans un poste de commandement près de Saint-Lô, le major Erich Reinhardt, les traits tirés, hurle dans un combiné. « Allô? Allô ?» Répondez. Mais seule la friture lui répond, un sifflement aigu, un murmure de vide. Il tape du poing sur la table. Les cartes s'envolent, couvertes de croix rouges et de notes illisibles. Un sous-officier entre en courant, le visage pâle. « Herr Major, les communications avec Bayeux et Falaise sont coupées. 3 trains de ravitaillement détruits cette nuit. Le dépôt d'essence de Coutances a explosé. » Reinhardt se redresse, brusquement. « Quoi? Comment? Sabotage, Herr Major. Des partisans français, sans doute aidés par les Anglais. » Le major serre la mâchoire. Depuis 3 ans, il méprise cette terre, croyant sa population soumise. Il pensait la résistance dispersée, impuissante. Et voilà qu'en une nuit, tout vacille. Combien d'émetteurs utilise-t-il? Gronde-t-il. L'officier radio baisse les yeux. Nous ne savons pas. Chaque fois que nous en repérons un autre apparaît ailleurs. Une douzaine peut être 2. Ou des centaines. Reinhardt fixe la table, incrédule. Des centaines? Impossible. Mais le téléphone du mur claque à nouveau. Un sergent décroche, écoute, puis blêmit. Herr Major, le pont de Vire a sauté. Et le QG de Flers ne répond plus. Reinhardt sent une sueur froide descendre le long de sa nuque. Il comprend qu'il ne contrôle plus rien. Les lignes de commandement sont fracturées. Les ordres n'arrivent pas, les renforts ne partent plus. Les trains ne roulent plus. Le réseau allemand, tissé d'acier et de discipline, se délite sous l'action invisible d'une armée sans visage. À 40 kilomètres de là, dans un grenier à l'odeur de foin et de poussière, Claire Lemoine tourne la manivelle d'une radio bricolée. Autour d'elle, la lumière pâle de l'aube glisse à travers les tuiles fendues. Ses mains tremblent légèrement, non de peur, mais d'émotion. Elle sait que c'est la dernière transmission,
Elle ajuste la fréquence 6,2 MHz, puis presse le bouton d'émission. Sa voix, douce mais ferme, fend le crépitement, pont de camp détruit. Mission accomplie. Gloire à la France. Elle ferme les yeux. Un long silence, puis un souffle de statique. Elle sourit. C'est fini. Rapidement, elle démonte le poste. Les tubes chauds encore entre ses doigts, elle les glisse dans un petit pot de lait vide. Le couvercle métallique se ferme avec un clic. Elle descend du grenier et cache le pot dans une auge à vache entre deux bottes de paille. Si les Allemands fouillent la maison, ils ne trouveront rien. Et même s'ils la trouvent, elle ne parlera pas. Dehors, le tonnerre des canons marins résonne, lointain, mais distinct. Claire s'arrête sur le seuil. À travers les champs, elle devine la lueur des bombardements sur la côte. L'aube rougeoie, comme un incendie qui s'étend. Elle sent ses yeux se remplir de larmes, pas de peur, de fierté. Parce qu'elle le sait maintenant, la guerre pour les ondes est gagnée. Les Allemands avaient construit des murs, des blocs hauts, des forteresses de béton armé. Les Français, eux, ont bâti un réseau d'hommes et de femmes, reliés par le courage. Les uns ont commandé avec des fils électriques, les autres avec des fils d'espoir. Dans les villages alentours, les émetteurs se taisent un à un. Les partisans démontent, enterrent, effaçant leurs traces. Dans une école de campagne, un instituteur range son poste dans une caisse à craie. À Nantes, un pharmacien brise son antenne et la jette dans un puits. À Tours, une couturière cache son micro dans une machine à coudre. Mais le signal, lui, a déjà franchi la Manche. À Londres, dans le sous-sol du quartier de Baker Street, les opérateurs du Special Operations Exécutives notent les rapports. Des points lumineux s'allument sur la carte. Caen, Saint-Lô, Rouen, Alençon, Laval, Rennes, une constellation de sabotage. Un officier britannique, lunettes rondes, souffle. By God, it worked. They really did it. Dans la salle voisine, un colonel français libre lit le rapport à haute voix. Sa voix tremble d'émotion. Les communications ennemies sont paralysées, les chemins de fer coupés, les transmissions brouillées. La résistance française a rempli son rôle. Puis il ajoute, d'un ton bas, presque pour lui-même, « Ils ont tenu leur promesse. » Pendant ce temps, sur les plages, la Merzin ouvre sous le feu. Les barges proches, les portes s'abaissent, les soldats alliés sautent dans l'eau glacée. Les balles sifflent, les cris résonnent. Mais au-dessus de ce vacarme, une autre bataille se poursuit, silencieuse, invisible, celle des fréquences. Les opérateurs allemands, dans leurs camions de détection, tournent frénétiquement leurs cadrans. Les écrans se brouillent, saturés d'interférences. Des centaines de signaux véritables ou fictifs envahissent les canaux. Les résistants, même après avoir cessé leur transmission, laissent tourner de vieux émetteurs vides pour brouiller les recherches. Le ciel normand bourdonne d'un chaos électrique. Reinhardt, dans son QG de fortune, observe ses officiers s'affairer en vain. Chaque ligne qu'il trace sur la carte devient caduque en quelques minutes. Un message du haut commandement arrive enfin. Les forces alliées ont débarqué, tenir à tout prix. Il lit, puis rit un rire sec, incrédule. Tenir? Avec quoi? Nos lignes sont mortes, nos ponts sont des cendres, nos trains ne roulent plus. Il saisit un combiné et hurle. Où est ma Luftwaffe? Où sont mes renforts? La réponse fuse. Injoignable, Herr Major. Les câbles sont coupés partout. Alors, le Major comprend. Il comprend que la victoire allemande s'est dissoute non dans une bataille, mais dans un murmure, un simple crépitement dans la nuit. Dans le même instant, Henri Delmas, blessé mais vivant, se cache dans une grange non loin de Bayeux. Luc panse son bras, avec des bandes arrachées à une chemise. Ils écoutent. Immobile, le roulement lointain des canons. C'est donc ça, murmure Henri. Le jour qu'on attendait. Luc acquiesce, la voix cassée. Et tout a commencé avec un peu de fil de cuivre et du courage. Henri ferme les yeux. Il revoit André, le jeune étudiant, tomber sur la voie ferrée. Il revoit Claire, son regard déterminé. Il pense à tous, ceux qui n'ont pas survécu pour entendre ce grondement venu de la mer. Mais il sait qu'ils l'entendent, quelque part,
Le jour s'élève. Les avions alliés traversent le ciel, traînant derrière eux des sillons blancs. Dans les villages, les habitants osent enfin sortir. Des femmes ouvrent les volets, des enfants regardent vers l'ouest, on entend au loin un mot circuler de bouche en bouche. Ils sont là. Dans une église, un prêtre sonne les cloches sans qu'on le lui ait ordonné. Dans les fermes, les paysans cachent les fusils, brûlent les faux papiers, enterrent les radios. Leurs mains tremblent, mais leurs cœurs éclatent. Et dans ce chaos magnifique, un son subsiste, le grésillement ténu des postes qui se taisent lentement, un bruit de fond, léger, comme la respiration du pays. Claire, toujours dans sa ferme, écoute encore quelques secondes, se souffle avant d'éteindre le courant. Elle pose la main sur le pot de lait où dorment les tubes, puis sur son cœur. Une larme roule, se perd dans la poussière. « C'est fini !» murmure-t-elle. Et tout commence. Le soir, les flammes des combats embrasent l'horizon. Des avions larguent des parachutes, petits points blancs qui descendent comme des étoiles. Dans la nuit, les résistants se retrouvent, épuisés, mais debout. Henri, Luc et Claire marchent ensemble sur un chemin de terre, les visages noircis, les vêtements déchirés. Aucun ne parle. Ils savent qu'ils ont fait leur part. Au loin, la rumeur d'un moteur approche. Un camion allié s'arrête. Un soldat britannique descend, brandit un drapeau plié. Il sourit. Henri lui serre la main. Aucun mot n'est nécessaire. Le ciel de Normandie, ce soir-là, n'est plus celui de l'occupation. Il est celui de la liberté. Et quand les flammes s'apaisent, quand les radios allemandes cessent enfin leur hurlement, il ne reste qu'un son, celui du grésillement paisible des fréquences libérées. Ce bruit insignifiant, souffle d'électricité, devient le premier chant de la France renaissante, parce que la guerre ne s'est pas gagnée seulement avec des chars ou des avions, mais avec des ondes, avec des voix, avec des cœurs. Les Allemands avaient leur forteresse de béton, les Français avaient leur forteresse de courage, et le bruit de la liberté n'a pas commencé avec le rugissement des moteurs, mais avec le craquement d'un signal, le souffle d'un poste caché dans une cave, le murmure d'une voix disant simplement « Ici la France libre ». 20 ans ont passé. Le printemps revient sur la Normandie, doux et lumineux. Les champs ondulent sous le vent, couverts de coquelicots et de blé tendre. Les haies ont repoussé, les cicatrices du sol se sont effacées. Et pourtant, pour ceux qui savent regarder, chaque pierre, chaque arbre semble murmurer une mémoire ancienne. Ce jour-là, un vieil homme avance lentement sur le chemin qui longe la voie ferrée reconstruite. Il s'appelle Henri Delmas. Ses cheveux sont blancs, ses épaules un peu voûtées, mais son regard porte encore cette lumière fière des années de feu. Henri s'arrête au bord du pont de pierre. Sous lui, la rivière coule tranquille, là où, autrefois, la guerre faisait rage. Il ferme les yeux un instant. Le murmure de l'eau lui rappelle un autre son, celui du grésillement des radios clandestines, des messages codés qui franchissaient la nuit malgré le danger. Autour de lui, des touristes riants prennent des photos, ignorant du passé qui sommeille sous leurs pas. Les voix de leurs enfants se mêlent au vent, et Henri, ému, sourit doucement. Il ne leur en veut pas. Être-ce mieux ainsi? Que la vie reprenne, que les rires remplacent les sirènes. Il s'assoit sur un banc de bois, usé par le temps, et sort de sa poche une petite boîte. Une boîte simple, en chêne, qu'il garde depuis des décennies. Ses doigts tremblants caressent le couvercle avant de l'ouvrir. À l'intérieur repose un objet brun, corrodé par les années. Un tube radio rouillé, vestige de l'émetteur qu'il avait utilisé avec Claire, Luc et André pendant ses jours de fer et de silence. Il le soulève doucement, comme on soulève un souvenir fragile. Dans sa paume, le métal froid semble encore vibrer d'une énergie passée. Autour, les oiseaux chantent. Henri se lève et marche jusqu'à une pierre grise dressée près du pont. C'est une stèle commémorative, modeste, couverte de mousse. Il s'agenouille lentement et pose le tube à son pied, comme une offrande. Sur la pierre sont gravés 4 noms. Henri Delmas, Luc Morel, André Vasseur, Claire Lemoine. En dessous, une phrase simple, presque chuchotée dans la pierre. Ils ont parlé pour la France quand parler signifiait mourir. Henri lit ces mots à voix basse, comme s'il les priait.
Puis il lève les yeux vers le ciel d'avril, limpide et bleu. Dans ce silence plein de vie, il croit entendre à nouveau le craquement d'un poste à ondes courtes, le souffle des transmissions interdites, le courage murmuré dans le noir. Il ferme les yeux, et le temps se dissout. Le vieux monde revient à lui juin 1944. Les nuits sans lune. Le code qui passait sur la BBC, les sanglots longs des violons de l'automne, le frisson qui parcourait tout son corps, le signal tant attendu, puis les messagers, les sabotages, les courses à travers les bois, et cette voix de femme, calme et résolue, qui disait « Ici, Claire, pour quand? Mission accomplie. » Henri rouvre les yeux. Devant lui, le pont brille au soleil. Il est de béton neuf, solide, indifférent à ce qu'il a remplacé. Mais sous sa surface dorment encore les ruines du pont d'avant, celui qu'ils avaient fait sauter avec leurs explosifs artisanaux. 20 ans plus tard, Henri sent encore la vibration de l'explosion résonner sous ses pieds, comme si la terre s'en souvenait. Un couple s'approche, appareil photo à la main. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit la femme en anglais. Henri acquiesce avec un sourire discret. « Oui, madame, très beau. » Il ne dit rien de plus. Comment expliquer à ces visiteurs étrangers que ce pont n'est pas seulement un ouvrage, mais un serment, qu'il relie non seulement deux rives, mais deux époques, celle de la peur et celle de la paix. Un peu plus tard, dans la ville voisine de Caen, le musée de la Résistance ouvre ses portes à un groupe d'élèves. Parmi les vitrines, l'une attire à peine l'attention. Une boîte métallique posée sur un tissu bleu nuit, à peine plus grande qu'une gamelle de soldat. Une plaque indique « Émetteur clandestin type 2944 ». Le guide, un homme à la voix douce, explique. Ce petit poste permettait aux résistants d'envoyer des messages à Londres. Il fallait souvent le cacher dans des valises, des caves ou des greniers. Chaque émission ne devait pas durer plus de 25 minutes, sinon les Allemands pouvaient trianguler le signal et remonter jusqu'à l'opérateur. Les enfants regardent distraitement. Certains chuchotent, d'autres prennent des photos. Pour eux, ce n'est qu'une boîte ancienne, une relique muette. Mais un vieil homme, au fond de la salle, s'approche lentement. C'est Henri. Il s'arrête devant la vitrine, penche la tête. Dans le reflet du verre, il croit apercevoir le visage de Claire, jeune encore, concentrée, les mains posées sur les cadrans. Le guide tourne le bouton du poste. Un léger souffle, puis un craquement s'élève des haut-parleurs du musée. Une ligne de statique, presque imperceptible. Certains visiteurs sursautent. Henri, lui, retient son souffle. Il entend, ou croit entendre, derrière ce bruit, le fantôme d'une voix. Une voix d'homme, rauque, familière, disant simplement « Ving de 5 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour tout. Danger. » Un frisson parcourt son dos. Il ferme les yeux, et pendant un instant, le musée disparaît. Il est de nouveau dans le grenier, la lampe à huile vacillante, les doigts tremblants sur le micro. Luc qui veille à la fenêtre, André qui compte les minutes, Claire qui murmure le message final, et ce bruit, ce souffle, ce battement d'ondes qui traversait les ténèbres comme un cœur battant. Puis tout retombe. Le son s'éteint, le guide sourit, referme la vitrine, et le groupe passe à la salle suivante. Henri reste là, immobile, les yeux embués. Il pose la main contre la vitre froide. Murmure-t-il, il t'écoute encore sans le savoir. Dehors, le soleil se couche sur Caen. Les cloches de l'église sonnent 10 à 8 heures. Henri marche lentement vers la gare. Les rails brillent au loin, luisants comme des souvenirs d'acier. Il s'assoit sur un banc, regarde passer les trains modernes, rapides, bruyants. Il se dit que le bruit du monde a bien changé. Autrefois, il se cachait du son. Maintenant, il le contemple. Il sort de sa poche un petit carnet jauni. Sur la première page, quelques mots écrits de la main de Luc avant la fin. « Ce que nous faisons ne mourra pas. » Henri sourit. Luc avait raison. Leurs voix, leurs actes, leurs espoirs se sont tissés dans la mémoire de la France. Même si peu s'en souviennent, la liberté qu'ils ont aidé à bâtir parle pour eux chaque jour dans le rire d'un enfant, dans le passage paisible d'un train, dans le simple fait que les gens puissent parler sans crainte. Le vent souffle sur les champs. Il porte avec lui une odeur d'herbe et de pluie. Henri ferme le carnet, le range dans sa veste. Une jeune fille s'approche,
appareil photo autour du cou. « Monsieur, pardonnez-moi, dit-elle timidement. Vous faisiez partie de la résistance, n'est-ce pas ?» Henry hésite, surpris. Puis il acquiesce lentement. « Oui, il y a longtemps. » La jeune fille sourit. « Mon grand-père m'en parlait. Il disait que, grâce à des gens comme vous, il a pu grandir libre. » Elle incline la tête, un peu émue, puis s'éloigne. Henry la regarde partir, touché. Il se dit que peut être, après tout, la mémoire ne s'efface pas. Elle change simplement de forme. Elle devient silence, paysage, gratitude. La nuit tombe. Le ciel se teinte de violet. Henry reprend la route du retour. À chaque pas, le gravier crisse sous ses chaussures. Dans le lointain, la mer murmure encore. Il pense à André, à Luc, à Claire, à ce qu'ils auraient dit de cette France paisible. Peut-être auraient-ils ri de voir leur pays libre et bruyant, d'entendre les enfants jouer sans craindre les bombes. Arrivé devant sa maison, Henry allume une lampe à pétrole. Sur une étagère, un vieux poste de radio repose, silencieux. Il s'en approche, souffle la poussière. Puis, lentement, il tourne le bouton. Le poste grésille, hésite, puis une voix jaillit claire, lointaine, d'un speaker anonyme. « Ici Paris. Il est 21h. » Ce simple son, banal pour d'autres, est pour lui le symbole d'une victoire immense. Il ferme les yeux. Derrière les mots modernes, il croit encore percevoir les anciens, ceux des nuits interdites. Ici, la France libre. Le silence s'installe. Un silence apaisé, dense, presque sacré. Le genre de silence qu'on n'entend que quand tout danger est passé. Et dans ce silence, quelque part, un écho persiste. L'écho de 200 radios cachées, de 200 cœurs battant à l'unisson dans les greniers, les caves, les forêts. Un écho qui ne meurt pas. Henry s'assoit dans son fauteuil, le tube radio manquant désormais sous la stèle, comme un cercle enfin refermé. Il ferme les yeux, un léger sourire aux lèvres. Dans son esprit, les voix reviennent celles de Claire, de Luc, d'André portées par le souffle du passé. Elle ne criant pas, elle ne commandant pas. Elle chuchote seulement. Et dans cette dernière résonance, Henry entend encore, clair comme autrefois. 25 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour tout changer. Le vent s'engouffre dans la pièce, fait frémir les rideaux. Le vieux poste s'éteint doucement, comme s'il saluait à son tour. Le feu crépite dans l'âtre, la paix respire. Et dehors, au-dessus des champs redevenus fertiles, les étoiles s'allumant une à une, silencieuses témoins d'un temps où parler signifiait mourir, et où pourtant, des hommes et des femmes ont parlé. Leurs voix ne sont plus sur les ondes, mais elles vibrent encore, invisibles, éternelles comme le battement discret d'un pays qui, un jour, a refusé de se taire. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.